Donc être avec vous, mais forcément c'est une joie comme chaque année. Je précise cet aspect des choses car je ne suis pas chercheuse. Donc c'est pour moi toujours un enchantement de vous voir dérouler des séquences, des séances ou en tout cas des moments qui durent souvent d'ailleurs, sur de véritables tunnels intellectuels avec des précisions, avec vraiment un véritable carottage intellectuel qui est très complémentaire à ce que nous vivons au quotidien. Moi je travaille au Clémy, éducation aux médias et à l'information. Nous sommes en prise directe, certes discontinue, mais directe avec la recherche, avec notamment notre directrice scientifique et pédagogique du Clémy, qui est une chercheuse, Isabelle Ferroc-Dumez. Dire aussi qu'on s'y intéresse intellectuellement tous les jours, même si on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est donc un moment vraiment très particulier pour moi de venir vous écouter, et j'ai pris énormément de notes hier, notamment en écoutant la restitution des travaux des doctorants. Je crois que je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas votre vocabulaire, donc vous allez voir, je vais parler autrement. J'espère que nous allons nous comprendre. Mais j'ai été très très impressionnée donc parce que je l'oublie en cours de route. Vous savez, nous on est dans un endroit où l'actualité est chaude, notamment, comme on l'appelle chez les journalistes en tout cas, vient nous percuter régulièrement. Dire aussi que nous avons à y répondre oui et non, mais nous sommes de toute façon embarqués dans ces problématiques-là au quotidien. Donc c'est une autre posture, j'ai envie de dire, une autre professionnalité. Mais j'ai une certitude avec vous et pour vous, c'est que le numérique, pour nous d'ailleurs, sur le versant médiatique avant tout, est un enjeu majeur, un enjeu qui nous dépasse même au sens noble du terme. Autrement dit, nous sommes embarqués collectivement, toute l'équipe, et puis aussi notre réseau dans les académies, dans ce train qui ne s'arrêtera plus, et que l'on pourrait qualifier de matrice numérique. Et ça se traduit par, pour nous, on l'espère, des capacités à produire des scénarios pédagogiques sous format numérique. C'est compliqué, c'est difficile, on en a fait l'expérience. Elle n'est pas cruelle, mais elle a été quand même difficile. On l'a fait dans un programme européen, donc avec une dimension de recherche. Un email, c'était son nom. Et là, on voit la difficulté de la pertinence intellectuelle, de la pertinence pédagogique, de la capacité à faire, alors je ne dis pas si c'est reliance, comme dirait ma collègue Anne, mais c'est difficile, la pertinence pédagogique et éducative avec le numérique, avec les plateformes, avec la rigidité des outils. Donc vous dire, et c'est pour ça que je me fais une petite transition à moi-même, une chose est sûre, nous au Clémy, en éducation aux médias et à l'information, l'outil ce n'est pas notre problème. Évidemment, je fais aussi une provocation, j'espère que nous allons en parler, par les interactions avec la salle. L'outil c'est pas notre problème, nous n'avons pas une entrée outil, nous la condamnons sévèrement. C'est là que vous allez réagir et nous en parlerons. En revanche, l'outil comme prérequis, l'horizon outil comme capacité à accompagner des pratiques et des usages, on l'appelle comme on veut. Une chose est sûre, c'est que nous, notre ambition au quotidien, c'est comment on accompagne la réussite scolaire des élèves. Par conséquent, on redescend sur Terre et on peut lire, pour ces raisons-là, le rapport de Catherine Piketty-Bizot, rapport sur le numérique, qui, je pense, permet de voir la mesure que l'institution prend sur la question de cette conversion numérique, comme diraient certains, cette mutation numérique qui percute l'ensemble des usages, l'ensemble des pratiques, des enseignants comme des élèves. Ça, c'était très rapidement pour évoquer d'où j'allais essayer de parler, mais je vais essayer de parler le moins possible en fait, et plutôt prendre des questions dans la salle, essayer de les traiter sous l'angle d'éducation aux médias et à l'information. J'aurai à vous proposer, si on a le temps, 2-3 exemples concrets de témoignages de terrain, de dispositifs d'action ou de projets menés qui donc mettent en œuvre le numérique, par le numérique, avec le numérique, dans le numérique. Mais en fait, c'est du médiatique et je pourrais vous l'expliquer, vous dire comment on fait. Mais je ne vais pas vous dire avec tel outil on fait ceci, on fait cela. C'est plutôt comment les élèves et leurs enseignants, accompagner leurs enseignants, entrent dans des pratiques collaboratives, transmédiatiques, et comment ils sont en mesure de se forger une culture. Donc juste pour conclure sur ce petit propos, c'était pour André Tricot, je ne le vois plus dans la salle, il est parti. J'avais envie de lui répondre sur 3-4 choses, des éléments clés, et notamment, il me semble que sur la question de l'enjeu de la culture numérique, nous avons peut-être trop tous tendance à naturaliser le numérique. Et du coup, on se retrouve individuellement et collectivement dans une utopie qui nous fait du mal à chaque fois qu'on est dans la véritable action. Autrement dit, nous nous décevons nous-mêmes
à chaque fois que nous sommes à l'épreuve du numérique. C'est un petit peu dommage, mais ça vient de l'ambition de départ que nous avons. Donc la médiation sera donc bien la clé de la question médiatique et numérique. On en reparle. Benoît Ducamp, je travaille donc sur la formation continue des enseignants, principalement au ministère de l'Éducation nationale et aussi dans l'Académie d'Amiens, donc de façon très très locale. Donc je vous remercie pour votre invitation. Donc moi en tant que témoin, je suis venu avec mon crayon et mon bloc-notes l'idée était un peu de faire le lien entre ce que l'on fait et ce que j'ai pu entendre aujourd'hui. Donc pour replacer un petit peu le contexte, la formation en ligne des enseignants, ça existe depuis 15 ans dans l'Éducation nationale. En 2005, il y a la première circulaire de rentrée qui imposait une injonction forte sur la formation hybride des enseignants. Et donc, vous voyez, c'est pas nouveau et pour autant, on n'a pas l'impression d'avoir complètement résolu tous les problèmes. Donc, ça fait bien le lien avec les problématiques qu'on a vues aujourd'hui. Alors, la première chose que je voudrais partager, c'est la question de pourquoi on hybride la formation des enseignants. Et c'est là qu'il y a peut-être le premier quiproquo, puisque en fonction des publics, on n'a pas les mêmes raisons. Donc pour les pilotes, c'est très clair, ils veulent avoir la maîtrise de ce qui se passe en formation, ils veulent avoir une qualité de ce qui se passe en formation, et puis ils veulent de l'efficacité, parce que le problème de l'Éducation nationale, c'est qu'on est 1 million, donc dès qu'on commence à former les gens, ça fait tout de suite beaucoup de boulot. Donc pour eux, c'est très clair et c'est plutôt assez encourageant. On ne voit pas ce qui pourrait les arrêter. Par contre, pour les formateurs, c'est beaucoup moins clair. On leur explique qu'avec la formation hybride, ils vont pouvoir lever des difficultés qu'ils ont en termes de temps de formation, d'inscrire la formation dans la durée, de pouvoir disposer de nouveaux outils de formation. Mais on voit bien que pour eux, c'est déjà beaucoup moins clair. Et pour les participants, alors là, ce qu'on leur a vendu, c'était encore autre chose. C'était une promesse de liberté, puisque la création de magistère vient d'une demande des organisations syndicales lors de la réforme du temps scolaire des enseignants du premier degré, de pouvoir se former quand on veut, et donc de plus être réunis de façon physique le mercredi après-midi pour se former. Donc une demande de liberté. Liberté dans le contenu, liberté d'organisation et évidemment avec un souhait d'efficience. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En fait, on forme un enseignant du premier degré sur 2, à peu près, et 1 sur 5 dans le second degré. Ça représente quand même 350 000 personnes, donc il n'y a pas beaucoup de dispositifs de formation en ligne qui regroupent autant de monde. Et la question qu'on peut se poser, c'est quel retour on a, puisqu'on a vu que l'efficacité est la vraie question. Ça se passe très bien, parfois. Et c'est bien là le problème. Donc, pour les formateurs, il y a eu plusieurs entrées et ça fait le lien avec ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, notamment avec le co-design. Il y a eu l'entrée formateur autour de la conception d'actions de formation hybride. Et là, on a pu réunir des équipes pluridisciplinaires qui ont produit quelque chose de nouveau et qui ont permis aux gens de monter en compétences. Et donc ceux qui sont engagés dans cette voie-là et qui ont pu aboutir parce qu'ils ont pu mobiliser les compétences nécessaires, ils sont généralement convaincus, à condition que le coût soit à la mesure du projet, parce que la question du temps, elle va vite se poser, la question de la reconnaissance du temps investi. Donc ça, c'est une première entrée pour les formateurs possible. D'autres sont entrés par l'entrée de l'appropriation de contenus produits par d'autres. Donc on voit déjà, on est sur une autre problématique qui, en gros, l'idée c'était de viser plus d'efficacité, avec là des résultats très très différents, suivant si j'entrais, en gros, j'étais en gros tout seul, abandonné avec ma ressource numérique et dont il fallait que je m'empare, il fallait que je comprenne la démarche de conception, que je la contextualise et que je l'adapte. Généralement, on n'a pas eu c'était assez peu concluant, ou bien des véritables approches en équipe qui ont été beaucoup plus efficaces. Après, on a sur la partie animation et accompagnement des formations en ligne. Là, c'est pareil, on a beaucoup d'hétérogénéité avec des choses qui sont parfois très, très efficientes, mais aussi des vraies dérives. Donc, il y en a deux que je voudrais mettre en avant. Une dérive technique où, en fait, face à l'outil numérique, parce que le numérique, ça reste quand même une difficulté pour les formateurs, il y a eu externalisation de la tâche d'accompagnement des enseignants dans les phases à distance auprès de quelqu'un qui est techniciste
et donc du coup la dimension de l'accompagnement pédagogique a complètement disparu. Et l'autre dérive, qui a du coup est un petit peu liée à la représentation qu'on peut avoir de la formation, qui était liée aux obligations de service et comment on fait avec la feuille d'émargement, et donc une dérive administrative de contrôle. Et donc là où je passe mon temps non plus à accompagner, à former, mais à être dans une tâche de contrôle de ce que font les enseignants. Donc, côté participants, on va avoir le même pendant. On va avoir des gens qui, en formation hybride, vont mieux faire le lien avec le travail, nous dire qu'ils sont plus impliqués, plus concernés. Quand ils arrivent sur les présentiels, ils savent déjà de quoi ils parlent, ils sont clairs sur ce qu'ils vont faire. Que le travail en ligne sur un temps long, ça permet la réflexivité. Par exemple, on a sur des formations, par exemple sur la gestion de classe, où il faut analyser l'activité de la classe, on a des meilleurs résultats sur des formations en ligne avec une prise de distance que sur des réunions en présence où il faut exprimer ça à l'oral. Mais il y a aussi des vraies difficultés. Alors tout à l'heure, on a évoqué la culture numérique, qui paraît, il ne faut pas le dire, mais il y a quand même toujours ce rapport entre le numérique, pour moi, c'est la liberté, c'est l'anonymat, etc. Et quand je me retrouve sur une plateforme institutionnelle, c'est plus tout à fait ça, parce qu'il y a une structure, il y a une hiérarchie, il y a une identité professionnelle, et du coup, je suis un petit peu en difficulté là-dessus. Il y a l'exposition, qui est un des premiers obstacles qui revient, c'est-à-dire que si je me forme et que je collabore dans ma formation, je partage, je m'expose. Et le cadre de confiance qu'on peut créer en présence, qu'on sait créer en présence, comment on crée ce cadre de confiance à distance, ça peut vraiment poser des difficultés. Et donc là-dessus, on a eu beaucoup de réactions d'enseignants qui ont du mal, qui craignent de s'exposer dans ce nouveau climat. Et après, tout à l'heure, André Tricot disait que collaborer, c'était naturel à 18 mois. Chez les enseignants, je ne sais pas ce qui s'est passé entre deux, mais ça ne saute pas toujours aux yeux. Pour continuer juste une minute sur les activités sociales, là-dessus, on a un vrai dilemme actuellement, parce que notre parti pris, c'était vraiment le social learning, c'est-à-dire que on était parti sur l'idée que Magister, c'était une plateforme où on se formait ensemble, avec des formateurs qui accompagnent, avec des interactions entre les apprenants. Et le retour qu'on a aujourd'hui, c'est que parfois, notamment sur les formations courtes, les activités sociales sont un frein. Elles sont artificielles, elles sont contraignantes. Et on a des difficultés très simples. Je donne un exemple, se former pendant les vacances. Un certain nombre d'enseignants préfèrent se former pendant les vacances parce qu'ils ont une liberté d'esprit, ils ont une disponibilité, sauf que je ne peux pas organiser d'activités sociales pendant les vacances. Tout le monde le comprend bien. Je ne peux pas mobiliser un formateur, etc. Et donc, je le permets, mais sans le préconiser. On se retrouve dans des choses un petit peu entre deux, où en fait, les enseignants disent vos activités sociales, en fait, c'est un frein à la liberté de se former. Je voudrais un libre accès, je voudrais un rythme propre, et je veux surtout pas d'engagement. C'est-à-dire que quand je me forme, c'est moi qui décide des activités qui me sont nécessaires pour me former, et c'est pas au formateur de faire ces préconisations. Donc voilà, pas d'engagement, liberté. Je pensais à la simulation d'entretien qui a été évoquée tout à l'heure, avec une possibilité de se former en autonomie sur l'analyse de pratique. Donc voilà des outils qui répondent réellement à des besoins. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc on avait des obstacles qu'on connaissait autour du numérique, autour de l'organisation, autour de la mise en œuvre de formations qu'on n'a pas conçues, autour de la motivation. On a deux obstacles qui nous restent principalement, et qui ne sont pas les moindres, qui sont mais qu'est-ce que se former et qu'est-ce que former? Parce qu'on en revient toujours à ça. C'est-à-dire que quand pour un formateur, se former, c'est venir dans une belle salle où je suis bien accueilli et où il se passe des activités sociales spécifiques que j'identifiais, dont j'ai l'habitude, dont je maîtrise les codes et sur lesquels j'ai une expertise, eh bien, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne pourra jamais lui expliquer que la dimension en ligne, c'est aussi de la formation parce que c'est autre chose. Donc, c'est un vrai point d'obstacle. Donc, si on veut avancer, il faut absolument dépasser cette question et arriver au développement professionnel. Et là, on ouvre un petit peu plus la porte. Et pour les participants, c'est la même chose, parce que les participants, ils ont les mêmes préjugés. C'est-à-dire que
ils ont passé une bonne journée de formation quand ils ont passé une bonne journée. Et donc, la vraie question, c'est, vous avez eu une journée de formation aujourd'hui, dans le train, ce soir, vous allez vous poser la question de ce que vous avez appris, et ce sera une bonne chose. Donc, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, on a une phase de lancement, on a une phase d'ancrage actuellement, on espère arriver à une phase d'implantation. En termes de stratégie, pour vous donner un petit peu vers quoi on va, notre idée aujourd'hui, c'est de permettre aux équipes de s'appuyer sur leur expertise, de partir de où ils sont. Donc des parcours très scénarisés qu'on avait au début, on a ouvert énormément les modèles avec des espaces collaboratifs, avec des scénarios ouverts et aujourd'hui des espaces de développement professionnel, des espaces beaucoup plus sociaux et en laissant beaucoup plus de liberté aux acteurs. Voilà notre expérience.